Bienvenue dans Suspect numéro 1, votre magazine de faits divers. 27 mars 2012, le corps d'un adolescent de 17 ans est retrouvé carbonisé dans une forêt en Seine-Maritime. Il s'appelle Alexandre et personne ne comprend pourquoi ce jeune homme a été exécuté par balle puis brûlé. Anna Castaldo, sa mère, est effondrée. Son fils a-t-il été victime d'un règlement de compte lié à un trafic de drogue? C'est en tout cas ce qu'affirment 4 de ses camarades, les derniers à l'avoir vu vivant. Pourtant, très vite, les gendarmes arrivent à une autre conclusion terrible. L'adolescent aurait été victime d'une bande de jeunes, un groupe d'adolescents qui auraient pensé, programmé son exécution, un peu comme des hors-la-loi chevronnés sans aucune émotion. Voici donc le combat d'une mère de Myriam Beliazid et Rodolphe Zagouri. C'est un petit village où tout le monde se connaît et personne n'aurait pu soupçonner qu'un jour Alexandre serait tué. C'est toujours le plus drôle, le plus beau. Et donc les filles l'adorent, il est toujours entouré de filles. On partage tout, les soirées, les sorties entre amis. Commencer sa petite vie d'homme et on lui a pris sa vie, quoi. Ils sont là, ils discutent, ils rigolent, ils fument des joints. Une soirée, somme toute, habituelle pour eux. Nicolas recharge l'arme, la passe à son frère Jean-Luc, qui retire une balle dans la nuque. C'est un homicide commis avec préméditation ou guet-apens. Les adolescents ont agi comme des adultes, de sang-froid, avec préméditation, bien organisé, et le fait de prendre la décision de brûler et de calciner un corps, tout simplement pour dissimuler le corps. J'imagine que quand on vient de commettre des faits de cette nature, quand on est si jeune, on peut s'effondrer, avoir du remords, et le lendemain, chacun a repris sa petite vie. J'ai dit, Jules, tu me jures que t'as rien fait. Et il me regarde avec un regard glacé. Il me dit, je te jure, j'ai rien fait. Et là, j'ai vu le diable. Ils me l'ont tué, moi je veux qu'ils m'ont tué. Maintenant, il faut que justice soit faite. J'espère qu'on me rendra justice parce qu'on me l'a tué, donc je suis déterminée. Mardi 27 mars 2012, 2h du matin. Une voiture de l'Office national des forêts patrouille dans un petit bois de Seine-Maritime. Dans la lueur des phares, l'un des gardes forestiers aperçoit quelque chose d'inhabituel au bord du chemin. Les agents forestiers étaient en mission dans cette forêt, ont été alertés par de la fumée, ils se sont approchés. La fumée là. Les incendies de forêt ne sont pas fréquents dans la région, surtout en cette période de l'année. Nous sommes au mois de mars. Les gardes forestiers sont intrigués. Mais en s'approchant, ce n'est pas un simple feu de broussailles qu'ils découvrent cette nuit-là. Les agents forestiers ont vu un corps en feu. Donc ils ont immédiatement appelé les gendarmes. Il y a un corps là-bas. Un corps calciné en pleine forêt. Alertés par les gardes forestiers, les gendarmes se mettent aussitôt à la recherche d'indices. Il y a le bosquet derrière. Un corps, monsieur, où exactement? Là-bas, derrière? Juste au bout, derrière. Derrière, là-bas. Ils commencent à fouiller le corps et ils découvrent une carte bleue qui est à moitié fondue. Sur la carte, il y a un nom, hein. Et ce nom, malheureusement, c'est celui d'un jeune homme du village. On distingue cependant quand même les 3 premières lettres du prénom d'Alexandre et son nom de famille. Donc immédiatement, ils font le lien avec Alexandre. Grâce à la carte bleue découverte sur le corps, les enquêteurs identifient la victime. Il s'agit d'Alexandre, un adolescent de 17 ans. Dans ce petit village de Seine-Maritime, Alexandre est un adolescent populaire. Mon frère a toujours le sourire, il est entouré d'amis, il a l'air d'avoir plein de copains. On joue au foot, à la console, j'allais passer des après-midi chez lui, on sortait entre copains, on s'amusait quoi. Dans le village, Alexandre se distingue des autres jeunes par sa personnalité et son charisme. Ici, les distractions sont moins nombreuses qu'à la ville. L'activité favorite des adolescents du coin, les rodéos à scooter.
Physiquement, il est grand, il est baraqué, il est rassurant. Et il n'a rien du souffre-douleur, hein. Rien de la personne qui pourrait être le bouc émissaire des autres. Au contraire, c'est quelqu'un qui est respecté et qui est populaire. Julien, son grand frère, a remarqué plus d'une fois les regards appuyés des jeunes filles du village sur Alexandre. On se casse? Attends, vous vous cassez comme ça, là. C'est toujours le plus drôle, le plus beau, et habillé à la mode, voilà. Et donc, les filles l'adorent, il est toujours entouré de filles. On partage tout. Les soirées, les sorties entre amis, les confidences, on se raconte tout. Anna Castaldo, la mère d'Alexandre, ne comprend toujours pas pourquoi son fils a été tué. Il commençait sa petite vie d'homme et on lui a pris sa vie, quoi. Tout ce chemin pour élever un enfant, c'est difficile et j'étais arrivée à lui donner une vie, quoi. Et on lui a pris sa vie. Voilà. Alors, pourquoi Alexandre a-t-il été tué? Sa vie, sa personnalité, ses fréquentations sont-elles responsables de sa mort? Après la découverte du corps, les enquêteurs décident de reconstituer la dernière journée d'Alexandre. D'après ses proches, son comportement, ce lundi 26 mars, était normal. Alexandre ne semblait ni inquiet, ni nerveux. La dernière journée d'Alexandre, c'est un lundi. Un lundi, somme toute, banal. Il va en cours le matin. Il est tout à fait normal. Je le trouve pas bizarre, comme d'habitude. Lundi soir, dans le lycée, on a fumé une cigarette ensemble, on a discuté, et puis on a parlé du mercredi après-midi. Est-ce qu'on va aller faire un foot? Est-ce qu'on va aller chez lui pour jouer à la console? Est-ce qu'il y a des amis qui vont nous rejoindre ou pas? Enfin, voir un peu ce qu'on allait se faire pour le mercredi, quoi. Ouais, ça bosse dur. Lorsqu'Alexandre rentre du lycée, il joue un peu à la console et dîne en famille avec Anna, sa mère, et Guillaume, l'un de ses frères. L'ambiance à table est détendue. Depuis toujours, Alexandre a une relation privilégiée avec Anna. Mère et fils sont très complices et l'ado n'hésite pas à se confier. Après le repas, Alexandre retourne dans sa chambre avec son frère Guillaume. Alors qu'ils sont en train de jouer à un jeu vidéo, le portable d'Alexandre se met à sonner. C'est un texto de Jean-Luc, l'un de ses meilleurs amis. Jean-Luc, par texto, insiste énormément. Il lui dit « Allez, on va en forêt, on va faire un tour de scooter, on va fumer des pétards. » Et c'est quelque chose qu'Alexandre apprécie. Il a l'habitude de faire ça avec ses copains, donc il est à la fois tenté par cette soirée-là et en même temps, il sait qu'il risque gros avec sa mère qui quand même veille au grain. Donc il décide de le faire, mais en cachette. Ouais, non mais, Il est 22h30. Anna part se coucher. Bye bye. Elle ne le sait pas encore, mais Alexandre a décidé de faire le mur. Il a mis son frère dans la confidence. Avant de partir, ce dernier lui fait une ultime recommandation. Yo Alex, abuse pas, rentre pas trop tard. Non, t'inquiète, mange. Guillaume, à ce moment-là, est loin de se douter qu'il ne reverra jamais son frère vivant. Devant la maison, Alexandre rejoint son ami Jean-Luc, qui est passé le chercher en scooter. Direction la forêt voisine. Le lendemain matin, chez Anna Castaldo. Alex, Alexandre, chérie, c'est là, il faut te réveiller. Donc je me suis réveillée à 8h moins le quart. J'ouvre la porte et là je vois qu'Alexandre n'est pas rentré. Alex! Anna tente de joindre son fils sur son portable. Allô? Peine perdue. Et ce matin-là, ses amis n'ont pas plus de succès. Le mardi matin, j'ai envoyé un message pour dire bonjour, commencer la discussion comme on faisait d'habitude, quoi. Et là, pas de réponse. Alors que Alexandre, c'était tout le temps, il répondait aussitôt. Il n'y avait jamais de temps d'attente. S'il dormait, il m'envoyait un message pour me dire que je l'embêtais parce qu'il dormait. En fait,
Et là, c'était bizarre parce que d'un coup, il répondait pas. 8 h du matin, on sonne à la porte. Bonjour. Gendarmerie nationale, oui. Vous permettez qu'on rentre? Il y a un officier qui me dit Madame Castaldo, venez vous asseoir s'il vous plaît. Donc je m'assois. Et est-ce que votre fils Alexandre fait plus que son âge? Bah, je dis oui, il est grand, il fait entre 20 et 25 ans. Oui, physiquement, il a bien le gabarit d'un jeune homme de 20 ans, oui, 25 ans. Est-ce qu'il a une boucle d'oreille? Bah, je dis oui, comme beaucoup de jeunes de son âge, il a une boucle d'oreille à l'oreille. Vous savez pas s'il avait des problèmes en ce moment? Non. Et ils me disent, je suis désolée, on a retrouvé un corps qu'on ne reconnaît pas cette nuit et on pense que c'est votre enfant. Et là, on réalise pas, quoi. Je veux dire, Dans l'entourage d'Alexandre, c'est l'incrédulité. C'est un déni au départ. Au départ, j'ai commencé par un déni. Un déni, c'est impossible. Ça ne peut pas être possible. Mon frère a toute la vie devant lui, c'est impossible qu'il soit décédé. Pour les habitants, le choc est énorme, immense. C'est un petit village où tout le monde se connaît et personne n'aurait pu soupçonner qu'un jour Alexandre serait tué. Ça m'est même pas venu une seule fois à l'esprit que c'était Alexandre qu'ils avaient pu retrouver dans le bois. Pourquoi? Bah, parce que c'est ça la question. Pourquoi? Pourquoi ça aurait été lui? Dans un premier temps, les enquêteurs ne donnent aucun détail. Dans la famille d'Alexandre, on échafaude des hypothèses. Les esprits s'échauffent. On a parlé ensemble avec ma mère et mon autre frère. On avait deux hypothèses possibles. C'était l'accident dissimulé, avec des amis par exemple, des amis qui ont fui, admettons. Ou alors un règlement de compte où Alexandre était dans un état de disputer avec quelqu'un, une bagarre. On pensait à ça. On ne pouvait pas s'imaginer, donc j'imaginais pas la possibilité de... J'ai pas pensé à la possibilité d'un pervers psychopathe, ou encore même d'une préméditation. La famille est sous le choc. Et très vite, elle découvre l'horreur des circonstances de la mort d'Alexandre. L'adolescent de 17 ans a été exécuté de 2 balles dans la nuque à bout portant. Le frère d'Alexandre ne comprend pas cette mort violente, digne d'une série policière. Les premiers éléments de l'enquête parlent de la cause de la mort d'Alexandre. Donc on commence à penser à un règlement de compte, puisque ça a été assez bien organisé. Alexandre a reçu 2 balles de 22 longs rifles. C'est inconcevable. Une violence inouïe. Mais la mère est encore loin d'avoir appris le pire sur la mort de son enfant. quand je leur ai demandé comment se fait-il qu'ils ne le reconnaissaient pas et qu'il était tuméfié à ce point-là pour qu'on ne le reconnaisse pas. Et là, j'apprends en fait qu'il a été brûlé. Et là, j'ai une inquiétude monstrueuse, quoi. Je me dis... Et là, je me dis... Est-ce que Alexandre m'aurait caché des choses? Et que ça me paraissait tellement grave que c'était inimaginable. Alors, qui a pu commettre un crime aussi horrible? Dans un premier temps, les enquêteurs pensent à un règlement de compte. Souvent, dans ces cas-là, c'est éventuellement un trafic de stupes qui a mal tourné, une vente de cannabis qui s'est mal tournée. C'est possible. Alexandre était-il impliqué dans un trafic de drogue? Les gendarmes décident d'entendre tous les proches du jeune homme, à commencer par Jean-Luc, l'ami qui dit être venu le chercher le soir de sa disparition. Jean-Luc raconte aux enquêteurs qu'il a passé une partie de la soirée avec Alexandre et 3 autres amis. C'est un peu long, là. Alexandre arrive avec Jean-Luc là où se trouvent les 3 autres, donc c'est un chemin forestier où ils ont l'habitude d'aller. Et il s'assoit sur les rondins de bois que les autres ont disposés là. Ils se mettent à fumer des joints, à discuter de tout, de rien.
à rigoler et soudain Alexandre reçoit un coup de fil. Il s'éloigne un peu pour avoir une discussion, puis il revient voir les autres, il leur dit écoutez, quelqu'un va venir me chercher en voiture, donc quand il arrive, je vous laisserai. Et un peu plus tard, la voiture arrive. Alexandre leur dit au revoir de la main, part, monte dans la voiture et les garçons ne voient pas le conducteur. D'après le récit de Jean-Luc, le mystérieux conducteur pourrait être impliqué dans un trafic de cannabis avec Alexandre. Mais pour la mère de la victime, cette version n'est absolument pas crédible. Est-ce que vous savez par hasard si à l'école, s'il y avait des problèmes de drogue, est-ce qu'il y avait des problèmes d'alcool? Alexandre fumait un peu de shit comme tous ses camarades. J'étais au courant bien sûr depuis longtemps. Je surveillais de près la consommation quoi en fait. Donc je lui donnais pas d'argent. Et ça c'est vrai que j'ai été extrêmement nette. Que si un jour il avait l'idée d'en vendre, qu'il oublie quoi. Hein. Qu'il oublie parce qu'alors là ça passerait pas. Mais les 3 autres adolescents présents cette nuit-là donnent la même version que Jean-Luc. Les gendarmes vont alors s'intéresser de plus près à cette petite bande. Ils sont les derniers à avoir vu Alexandre vivant. Ce soir-là, il y a donc Jean-Luc, 17 ans, et son petit frère Nicolas, 15 ans. Il y a aussi Jules, 17 ans, et Benoît, 15 ans. Eux aussi sont frères. Tous les 4 fréquentent Alexandre. Pour Anna, sa mère, ce sont des adolescents a priori sans histoire, qu'elle connaît bien. Nicolas et Jean-Luc viennent à la maison et Alexandre est accepté chez eux comme un fils. Hein. Ce sont des adolescents que je qualifierais de milieu ordinaire, avec des parents qui vivent ensemble, qui travaillent. Nicolas est très charismatique et est décrit par ses professeurs comme un bon élément dans la classe. Benoît, lui, est décrit par ses voisins comme un petit garçon plutôt mignon, qui fait la bise aux voisins quand il passe dans la rue. Donc on a vraiment un schéma assez identique des deux côtés. J'avais avec Jules et Benoît donc, des relations normales, comme avec ses autres amis. Hein. Donc la maison était ouverte. Il est bien évident que je ne porterai pas de jugement sur aucun de ses amis. Alexandre m'emmenait les amis qu'il voulait. Et effectivement, je ne portais pas de jugement. Anna ne juge pas les 4 ados. Pourtant, dans le village, la petite bande fait jaser. Les 2 grands frères sont déscolarisés. Ils passent un peu leur journée à zoner, à jouer aux jeux vidéo, à regarder la télé, aller voir les copains, à fumer des pétards, etc. J'ai vu une photo sur un réseau social d'un de ces jeunes, d'un des plus petits, qui a 15 ans, qui est tout simplement à côté d'un copain et fait le geste de l'arme sur sa tempe, avec les doigts. Et en rigolant. Donc ce sont des adolescents qui se donnent un genre de bad boy, de mauvais garçons, parce qu'ils portent des survêtements, des casquettes, des chaînes. Ils ne sont pas dans la grande délinquance, mais ils sont dans les menus larcins, donc dans le racket, dans les insultes, les bagarres, les mauvais coups. Ils sont décrits par les jeunes du village comme des petits caïds. C'était pas des fréquentations à avoir. 2 duos de frères décrits comme des mauvais garçons, qu'Alexandre aime voir de temps en temps. Ces jeunes-là restaient beaucoup entre eux, ils étaient très marginaux. Donc ils aimaient bien Alexandre parce qu'Alexandre était quelqu'un de rigolo, il était entouré de filles. Ils les emmenaient dans des soirées où il y avait d'autres copains, quoi. On était un peu plus social finalement. Alexandre était le lien social entre ces jeunes et puis tous les autres. Qui a tué Alexandre dans un bois de Seine-Maritime? Pourquoi le jeune a-t-il failli mourir avant son assassinat? Mais ils l'ont laissé pour mort, il était inconscient par terre, et qu'il soit inconscient, ils n'ont pas regardé s'il était mort ou pas. S'il était mort, c'est pareil, quoi. Quel est le vrai mobile du crime? Tuer quelqu'un avec une raison, je trouve ça pas possible. Mais sans raison, c'est encore plus débile, quoi. Les 4 jeunes ont eu peur d'être dénoncés par Alexandre. Alors, c'est là où c'est fou
où c'est complètement fou, c'est que pour éviter d'être dénoncé pour un cambriolage pour lequel ils ne risquaient pas de peine d'emprisonnement ferme, ils en viennent à imaginer qu'il va falloir faire taire Alexandre et de manière définitive. Une bande d'adolescents est-elle à l'origine de l'exécution? Ils sont 4. Le sens de la responsabilité ou l'impression de leur propre responsabilité est au moins diminuée par 4. Et la violence, paradoxalement, est décuplée. Les jeunes peuvent-ils tuer sans pitié? Nicolas n'est pas un monstre. Et ça sera le challenge, le défi à relever lors de l'audience de cour d'assises. Aujourd'hui, quand vous le voyez, c'est encore un enfant, mais avec une tête d'ange. Jean-Luc, son cadet Nicolas et les 2 autres frères, Jules et Benoît, seraient les derniers à avoir vu Alexandre vivant. Tous parlent d'un mystérieux conducteur qui serait venu chercher leur ami dans les bois, en pleine nuit. Mais une autre déposition va donner à l'enquête une nouvelle orientation. En fait, l'an dernier, il y a eu une histoire qui s'est passée et Alexandre s'en a un peu pris plein la figure. L'histoire de l'an dernier, c'est-à-dire? Cassandra, la meilleure amie d'Alexandre, raconte alors aux gendarmes un événement survenu il y a un peu plus d'1 an, lorsque son ancien petit ami s'est présenté à son domicile. Alexandre est un jour chez sa meilleure amie Cassandra qui vient de rompre avec son petit ami. Il est là pour la consoler. Quand soudain le petit ami en question arrive. Cassandra? Non mais qu'est-ce que tu veux? Je veux te parler. Mais dégage, je veux pas te voir. Mais descends 5 minutes. Non, dégage. Et pourquoi? Mais parce que dégage, je veux pas te parler. Mais tu peux écouter ce que j'ai à dire quand même. Cassandra? Qu'est-ce que tu veux là? Mais et toi, qu'est-ce que tu me veux, toi? En fait, Jordan, il est jaloux d'Alexandre parce qu'on est proches, on partage tout. Putain, mais tu comprends pas quand tu me parles, toi? Alexandre sort de la maison, il lui demande de partir. Tu comprends pas quand on me parle? Tu fais quoi? Ok, tu vas voir. Casse maintenant. Alors lui, vexé, s'en va immédiatement et revient quelques instants plus tard avec Jules. Ils descendent tous les 2 de leur moto, ils gardent leur casque à la main. Alexandre leur demande de nouveau de partir. Eh, vas-y, t'as pas compris ce que je t'ai dit tout à l'heure, toi. J'ai pas compris. Du coup, il sort, il me fait « tu restes là, je veux pas que tu t'en mêles ». Donc il y va. Il commence, Alexandre il leur dit de partir parce que sinon ça allait partir en embrouille. Et c'est là que les choses dérapent. Le premier qui en vient en main, on ne sait pas exactement qui c'est, mais en tout cas tous les 2, enfin tous les 3, les 3 garçons commencent à se bagarrer. Et ils commencent à frapper Alexandre avec le casque de moto, le mettre à terre et continuent de le tabasser jusqu'à ce que Alexandre soit complètement évanoui à terre. Mais vous êtes fous, arrêtez, mais vous allez le tuer. Ils étaient à 2 sur lui. Puis moi, je pouvais rien faire. Il n'y avait aucun son qui sortait de ma bouche. J'étais en stress total. J'étais en panique. En plus de la panique et du stress, Cassandra trouve très étrange l'attitude indifférente de Jules après l'agression. Ça va, Cassandra? Et après, ils allaient repartir et on vient me voir. Il me fait « Bonjour, Cass ». Et j'étais sidérée. Je fais « Mais t'es pas sérieux, là, dégage ». Parce que, je comprends pas qu'on puisse frapper le meilleur ami d'une personne et après venir lui dire bonjour. Limite, oui, tu me payes un café. L'agression décrite par Cassandra est d'une violence inouïe. Un événement qui a profondément choqué Anna, sa mère. Ils l'ont laissé pour moi, il était inconscient par terre et ils sont allés voir Cassandra pour qu'elle leur offre un verre à boire, comme si c'était normal qu'il soit par terre, qu'il soit inconscient. Ils n'ont pas regardé s'il était mort ou pas. S'il était mort, c'est pareil, quoi. Alexandre gît inconscient sur le sol. Son visage est complètement tuméfié et couvert de sang. Chérie, laisse-moi.
Cassandra prévient aussitôt les secours. Les pompiers sont arrivés immédiatement, ils l'ont transporté au CHU de Rouen. Et arrivé au CHU, donc, ils ont examiné Alexandre. Il avait donc 4 dents cassées, un double traumatisme crânien, un trauma facial et le nez cassé. Et je me rappelle même quand on a été chercher Alexandre à l'hôpital avec Anna, on en avait parlé, on s'est dit mais c'est pas possible, hein. Un jour Jules il va tuer quelqu'un. J'ai senti la mort, voilà. J'ai senti la mort parce que si on souhaite, si on a autant de haine et qu'on peut frapper en laissant quelqu'un mort, c'est qu'on a envie de tuer, quoi. Je veux dire, la haine était suffisamment forte pour qu'on ait envie de tuer. Donc là, j'ai eu peur, quoi. J'ai eu peur. Depuis ce jour-là, j'ai peur. Immédiatement, la mère d'Alexandre décide de porter l'affaire en justice. Son avocate veut alerter les autorités sur le caractère particulièrement violent de l'agression. Alors pour moi, une bagarre entre ados, c'est un échange de coups. En l'occurrence, il n'y a pas eu d'échange de coups puisque Alexandre a été frappé. Il a été mis à terre, il a été frappé à terre. Je n'appelle pas ça une bagarre d'ado. C'est une agression. Mais la justice ne va pas reconnaître l'agression. Les 2 adolescents écopent d'un simple rappel à la loi. On apprend qu'en fait, on n'aura droit qu'aux doléances du délégué du procureur et les enfants, ils font une proposition pour ces jeunes qui est de l'ordre de 35 heures d'intérêt généraux. Je suis scandalisée, mon avocat aussi, évidemment. Depuis cet épisode, Alexandre avait pardonné à ses agresseurs. Les adolescents avaient même commencé à se revoir 3 semaines avant le meurtre. C'est quelqu'un de tout à fait gentil, il n'est pas rancunier. Même quand il se chamaille un peu avec un copain ou il y a des mots, une copine, il n'est pas rancunier. Cette première agression intéresse les enquêteurs, car Jules était présent dans la forêt la nuit du meurtre. Les gendarmes décident de convoquer à nouveau la petite bande. Ils les soupçonnent de ne pas avoir dit toute la vérité. Sur la scène de crime, les enquêteurs avaient retrouvé un indice essentiel, le téléphone de la victime. Et le journal d'appel du portable va contredire la version de ses 4 camarades. Vous pouvez ramener ces échantillons, s'il vous plaît? Depuis le début, tous parlent d'un étrange coup de fil qu'Alexandre aurait reçu cette nuit-là, alors que tous sont en train de fumer des joints dans la forêt. Une mystérieuse voiture serait ensuite venue chercher le jeune homme. D'après ses camarades, Alexandre aurait pu être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Le conducteur inconnu aurait pu être son dealer. Mais sur le journal d'appel du téléphone portable, aucune trace d'un coup de fil reçu à ce moment-là. Assieds-toi, Benoît. J'ai besoin que tu me racontes ce qui s'est passé exactement hier soir, le rôle de chacun, ce que tu... Les enquêteurs haussent le ton. Benoît, 15 ans, l'un des plus jeunes de la bande, craque. Et ce qu'il aurait révélé aux gendarmes est tout simplement terrifiant. On pouvait avoir... Quand Alexandre arrive sur ce chemin forestier avec Jean-Luc, les 3 autres sont assis déjà sur un rondin de bois. Donc Alexandre, naturellement, s'assied en face d'eux sur un autre rondin. Ils sont là, ils discutent, ils rigolent, ils fument des joints. Une soirée, somme toute, habituelle pour eux. Et quand soudain, le petit Nicolas se lève du rondin de bois et prétexte une envie pressante. Bon les mecs, depuis c'est bon. Donc il fait le tour, il passe derrière Alexandre. Et là, il aurait sorti un pistolet. Nicolas lève le bras, pointe le pistolet vers la nuque d'Alexandre et rebaisse le bras à nouveau. Et là, il aurait croisé à ce moment-là des regards avec les 3 autres qui sont en face de lui. Et personne n'arrête la machine, il remonte à nouveau le bras. Il tire une balle dans la nuque.
Alexandre tombe au pied de Jules, apparemment. Nicolas recharge l'arme, la passe à son frère Jean-Luc, qui retire une balle dans la nuque. Benoît devait, lui, ensuite arroser le cadavre d'essence et vider les poches. Et Jules, lui, devait mettre le feu au corps d'Alexandre. Un récit terrifiant. Chacun des 4 adolescents aurait joué un rôle bien précis dans ce scénario machiavélique. Nicolas, 15 ans, serait le premier tireur. Jean-Luc, 17 ans, aurait tiré la balle mortelle. Benoît aurait versé l'essence sur le cadavre d'Alexandre. Et enfin, Jules aurait mis le feu au corps. Nous sommes le lendemain de la découverte du corps d'Alexandre. C'est la stupeur dans ce petit village sans histoire de Seine-Maritime. 4 enfants du pays auraient avoué avoir tué l'un de leurs camarades. Une exécution sordide en pleine forêt. Pour le procureur de Rouen, chargé de l'affaire, les faits sont d'une gravité hors du commun. Ils sont l'objet d'une mise en examen du chef d'assassinat, c'est-à-dire effectivement un homicide commis avec préméditation ou guet-apens, ce qui est effectivement sur l'échelle délinquentielle des homicides l'acte le plus important. C'est un fait exceptionnel en matière de mineurs. Les 4 adolescents auraient donc soigneusement préparé l'assassinat de leurs camarades. Dans l'histoire criminelle, ce type de fait est extrêmement rare. En apparence, l'historique des agresseurs ne correspond pas au profil type des mineurs meurtriers. Les adolescents ont agi comme des adultes, c'est-à-dire de sang-froid, avec préméditation, bien organisé. Ils ont laissé pas de traces, ou presque pas. Et le fait de prendre la décision de brûler et de calciner un corps, tout simplement pour dissimuler le corps. Il faut rappeler tout de même qu'ils ont 15 et 17 ans et de mettre au point un plan si machiavélique avec une mission attribuée à chacun, avec l'idée de faire disparaître le corps, de faire disparaître les preuves avec une telle préméditation, pour leur âge, c'est quand même très inquiétant. D'autant plus inquiétant que le lendemain du crime, les 4 adolescents ont réussi à faire comme si de rien n'était. J'imagine que quand on vient de commettre des faits de cette nature, quand on est si jeune, on peut s'effondrer, avoir du remords, se précipiter chez ses parents, dire j'ai fait une énorme bêtise, pleurer, avoir l'air stressé, inquiet, j'imagine. Mais apparemment, les parents ne se sont rendus compte de rien. Et le lendemain, chacun a repris sa petite vie. C'est quand même très étrange. Tout aussi étrange, l'attitude des 4 jeunes lors de leurs auditions. Ils ne semblent manifester aucune émotion. Et même quand l'un d'entre eux croise la mère de la victime, sa réaction est étonnante. Et chose très curieuse, quand je suis sortie de mon audition, il y avait Jules avec sa maman qui attendait, puisqu'il était auditionné juste derrière moi. Alors elle en pleure, bah évidemment. Et je vais vers elle et je la serre dans mes bras. On se serre dans les bras, on pleure toutes les deux. Et je me tourne vers Jules, que j'ai du mal à regarder. Et je le serre dans mes bras aussi. Et j'ai dit, Jules, tu me jures que t'as rien fait. Tu me jures que t'as rien fait. Et il me regarde avec une froideur où je peux même pas détecter la moindre émotion, un regard glacé. Il me dit, je te jure, j'ai rien fait. Et là, j'ai vu le diable. Au regard des aveux, la préparation du meurtre semble avoir été bien planifiée. Les auteurs présumés ont eu du mal à effacer leurs traces. Il se trouve que celui qui devait allumer le feu devait vider les poches
d'Alexandre. On devait lui enlever sa carte bleue pour qu'on ne reconnaisse pas le corps et le téléphone portable. Il se trouve qu'il a mis le feu tout de suite sans vider les poches. Alors sans doute parce qu'il n'avait pas envie de le toucher, forcément. Le corps était par terre, sanglanté. Et donc il n'a pas vidé les poches. Il se trouve que le corps n'a pas brûlé totalement. Le portable était encore intact lorsque le garde forestier est arrivé. Les gendarmes n'ont pas voulu nous le dire, mais ils ont très vite compris que c'était eux, parce que les auteurs avaient effacé leur SMS, mais pas Alexandre. Ils ont compris très vite, allez, viens, énormément de SMS. Alors je ne saurais pas vous dire le nombre exact, mais plus d'une dizaine. Énormément d'appels passés dans la même journée par ces jeunes-là. Et tous les messages, allez, viens. Les enquêteurs disposent désormais de dizaines de SMS compromettants, échangés le soir du drame. Devant ces preuves accablantes, chacun des 4 adolescents aurait avoué sa participation à l'assassinat d'Alexandre. Mais alors, quel pourrait être le mobile d'un tel acte? On ne comprend pas comment, à un moment donné, ils vont en arriver à prendre cette décision de le tuer. Et pourquoi une telle préméditation? Ils répondent comme un gangster, comme Denzel Washington devant Al Pacino, vous voyez, on n'avait pas le choix. Mais tout d'abord, comment des adolescents aussi jeunes ont-ils pu se procurer des armes à feu? J'ai entendu qu'il y a eu un assassinat. J'ai dit à ma femme, sinon, j'ai dit, il y a un truc là, j'ai dit, je suis certain, c'est avec mes armes qu'ils ont volées. Oui, Major. Il est chez moi, ouais. Vous pouvez venir le chercher. Après la mort d'Alexandre, les gendarmes s'intéressent à l'arme du crime, un pistolet 22 long rifle. Et justement, une arme du même calibre a été volée 3 semaines plus tôt lors d'un cambriolage dans la maison d'un certain Emeric, un ami de la bande. Son père témoigne. J'ai eu un cambriolage quand je suis rentré le mardi matin, donc je suis rentré de week-end. Quand j'ai allumé l'interrupteur, là, ça m'a fait tout drôle, car j'ai vu tous mes placards ouverts, tout était retourné. De la terre dans ma cuisine, et puis après la salle, et puis enfin, ils ont fouillé partout. Une maison que connaissaient très bien 2 des suspects, Jean-Luc et Nicolas, pour y avoir dormi plusieurs fois. Nicolas, il était sympa. Ça faisait plus de 4 ans qu'on se voyait tout le temps. Avec Jean-Luc et Nicolas, c'était comme mes frères, quoi. Ils faisaient comme chez eux, hein, parce qu'ils mangeaient, ils ont mangé chez moi, ils ont même dormi chez moi. Et bon, il n'y avait aucun souci. Nous sommes au début mars 2012, 3 semaines seulement avant la mort d'Alexandre. 4 adolescents font le guet devant la maison d'Emeric. La bande sait que toute la famille doit partir en week-end, car c'est Emeric lui-même qui l'a confié à Nicolas, l'un de ses meilleurs amis. Les rôles sont bien définis. C'est ce que je dis, c'est par là. Pendant que les 2 aînés continuent de surveiller les alentours, les 2 plus jeunes cassent une fenêtre et pénètrent dans la maison. En quelques minutes, ils dérobent la console de jeu d'Emeric, 3 écrans plats et surtout des armes, pourtant soigneusement cachées par le père de famille. Une carabine sous le lit, une autre sous un meuble et un pistolet 22 long rifle rangé dans une boîte au fond d'un placard. J'avais des armes que moi, malgré je ne suis pas chasseur, mais j'ai des armes de collection qui venaient de famille. Et j'avais mis sous mon lit, parce que bon, pour pas que ça gêne. Pour avoir pris ce qu'ils ont pris, c'est quelqu'un qui connaissait les lieux. Ça m'a tout de suite été à mon idée, à moi-même personnelle. Effectivement, les cambrioleurs connaissaient bien les lieux. 3 semaines plus tard, au lendemain de la mort d'Alexandre, les 4 adolescents mis en examen auraient avoué le cambriolage chez leur ami Emeric. Alexandre aurait été tué avec le pistolet 22 long rifle volé ce jour-là. Pour Emeric, c'est l'incompréhension. Ça m'a fait froid dans le dos, quoi. Je me disais non, ça peut pas être eux. C'est pas possible. Bah si. La haine, la trahison, quoi. Les enquêteurs ont maintenant identifié l'arme du crime.
mais il continue à travailler sur le mobile. Pourquoi Alexandre est-il mort? Et comment se fait-il qu'aucun des 4 adolescents ne soit intervenu pour empêcher son exécution? Il n'y en a pas un qui a eu la délicatesse ou même l'obligeance de dire à ses copains, que ce soit l'un ou l'autre, dire arrêtez vos conneries, on fait une connerie. Mais il n'y en a aucun. Et ça, je me pose la question, le pourquoi. Le pourquoi faire un acte comme ils ont fait. C'est une chose affolante. Qu'est-ce qui s'est passé le soir de la mort d'Alexandre? Et tu me dis tout là. Pendant les auditions, les 4 adolescents auraient donné une première explication à leur geste. Ils racontent qu'Alexandre serait passé à l'improviste chez les frères Jean-Luc et Nicolas et qu'il aurait reconnu la console de jeu volée 3 semaines plus tôt lors du cambriolage chez leur ami Émeric. Alexandre, un jour, va au domicile de l'une des 2 fratries. Il voit une console vidéo qu'il n'avait jamais vue là auparavant, donc il s'en étonne. Et alors là, on peut imaginer que tout de suite, eux ont senti que ça pouvait être dangereux, qu'Alexandre soit au courant. Les 4 adolescents racontent alors qu'ils se seraient réunis dans la forêt et auraient décidé ensemble de supprimer Alexandre pour ne pas qu'il les dénonce. Lequel des 4 aurait eu le premier cette idée hallucinante? Personne ne s'en souvient. Les 4 jeunes ont eu peur d'être dénoncés par Alexandre. Alors, c'est là où c'est fou, où c'est complètement fou, c'est que pour éviter d'être dénoncés pour un cambriolage pour lequel ils ne risquaient pas de peine d'emprisonnement ferme, ils en viennent à imaginer qu'il va falloir faire taire Alexandre et de manière définitive. De toute façon, c'est clair, j'ai pas envie d'aller en taule. Il y en a 2 qui disent on n'avait pas le choix. Mais ils répondent comme un gangster, comme Denzel Washington devant Al Pacino, vous voyez, on n'avait pas le choix. C'est la street, quoi. Vous voyez, ils répondent comme ça. T'es sûr que tu m'as tout dit là? Pour les enquêteurs, l'affaire semble claire. Les 4 adolescents auraient donc tué Alexandre parce qu'il avait découvert leur cambriolage et menacé de les dénoncer. Mais une autre hypothèse, beaucoup plus dérangeante, commence à voir le jour. Car pour les proches de la victime, le mobile avancé par les assassins présumés ne tient pas. Déjà de 1, s'il connaissait Alexandre, il savait qu'il les aurait pas balancés, parce que c'était pas du tout le gars comme ça, il avait beaucoup de respect. Et de 2, qui sait qui aurait tué pour des simples cambriolages. Assassiner Alexandre, pour qu'il ne dise rien à la police à propos du cambriolage, Émeric n'y croit pas. La meilleure preuve, le jeune homme chez qui on a volé l'arme du crime a vécu, lui aussi, 4 jours avant le drame, un scénario qui ressemble étrangement à la dernière soirée d'Alexandre. Un mercredi soir, Nicolas m'a appelé à 11h30 du soir en disant qu'il faut que je vienne dans la forêt pour je sais pas quoi. J'ai dit non, puis Jean-Luc il me disait si on vient te chercher tout de suite et tout. Émeric ne comprend pas cette insistance. Et le lendemain, l'étrange attitude de ses amis va commencer à l'inquiéter sérieusement. Le lendemain, Jean-Luc et Benoît ils sont venus en scooter en sortant de l'école, quoi. En me disant viens, on n'a plus d'essence, ramène-nous chez nous et tout. J'ai fait non, je viens pas. Puis il faisait mais si, viens, on n'a plus d'essence et tout. Et il fallait que je les raccompagne en passant par la forêt pour les raccompagner chez eux, quoi. Moi, je me suis dit c'est bizarre quand même. Ils étaient sérieux, enfin pas comme d'habitude, quoi. Puis je me suis dit déjà, le soir ils m'ont appelé, le lendemain ils reviennent, c'est bizarre, quoi. Lorsqu'il apprend la mort d'Alexandre quelques jours plus tard, Émeric est sous le choc. Oui, je me suis dit que ça aurait pu être moi. Déjà, c'était à la même heure. Ils m'ont appelé à 11h30. Puis Alexandre, il a été appelé à 11h30 aussi. Mais bon, maintenant, je me dis que... Voilà, que j'ai bien fait de pas y aller, quoi. Pour la mère d'Alexandre, cet incident, survenu juste avant la mort de son fils, serait en fait une première tentative d'assassinat.
Je pense aussi que le fait d'avoir été voler ses armes chez l'autre camarade, ils avaient déjà l'idée de tuer. L'idée de tuer tout court, hein, pas forcément Alexandre. Tuer quelqu'un avec une raison, je trouve ça pas possible. Mais sans raison, bah, c'est encore plus débile, quoi. Tuer pour tuer. Une hypothèse dérangeante. Les 4 adolescents racontent qu'après le cambriolage, ils se réunissaient régulièrement dans la forêt pour s'entraîner au tir avec les armes volées. Alors les 4 jeunes vont s'entraîner au tir en forêt pendant quelques semaines, hein, avant le drame en fait, d'Alexandre, et visiblement ils vont y prendre goût. Le plus à l'aise avec les armes, c'est pas l'un des plus vieux, c'est Nicolas, 15 ans. C'est finalement lui qui tire le mieux. Et c'est aussi pour ça que lorsqu'ils mettent au point leur plan, ils auraient décidé de donner à Nicolas la mission de tirer dans le dos d'Alexandre. Mais comment ont-ils pu décider de passer d'un simple entraînement au tir à l'assassinat de l'un de leurs camarades? Coup de folie adolescente ou assassinat planifié froidement. Il va maintenant falloir comprendre pourquoi aucun des 4 adolescents présents ce soir-là n'a arrêté la machine infernale qui a provoqué la mort d'Alexandre. Nicolas est un enfant. Mais surtout, ce que je voudrais rappeler, c'est que Nicolas n'est pas un monstre. Et ça sera le challenge, le défi à relever lors de l'audience de cour d'assises, c'est de prouver qu'il y a une parenthèse de quelques heures dans la vie de ce gamin qui était un enfant tout à fait normal, avant, qui aujourd'hui, quand vous le voyez, c'est encore un enfant, mais avec une tête d'ange. Si on prend ces 4 garçons, chacun individuellement, aucun n'aurait vraisemblablement été capable de passer à l'acte de cette façon. Pour les avocats, la dynamique du groupe est sans doute l'une des explications du passage à l'acte. Je crois qu'ils se sont retrouvés tous les 4 et il y a eu une question, comme souvent dans les bandes d'adolescents, d'ego, un peu du genre t'es cap, chiche, on y va. Lorsque vous avez un groupe, vous avez dilution de la responsabilité ressentie par chacun. Ils sont 4, le sens de la responsabilité ou l'impression de leur propre responsabilité est au moins diminuée par 4. Et la violence, paradoxalement, est décuplée. Un sentiment qui serait renforcé par la nature des liens des assassins présumés. La notion de famille fait aussi parfois oublier la morale. C'est-à-dire qu'avec des camarades, on est davantage tenu par son éducation familiale qui vient entrer en contradiction avec l'éducation familiale d'un autre. Là, quand on est de la même famille, j'allais dire qu'on a l'impression qu'on doit être soumis un peu aux mêmes règles. Ça facilite l'effet de complicité. C'est-à-dire qu'un frère va davantage suivre son frère qu'il ne suivrait un ami sur une mauvaise route. La défense met également l'accent sur le temps que passait la petite bande devant leur console de jeu. Lorsque vous avez des jeux virtuels de guerre qui sont d'une violence inouïe et que vous êtes adolescent, donc très suggestible, comment vous allez réagir si on ne vous a pas donné les moyens de critiquer et d'arrêter, par exemple, d'utiliser ce type de support s'il vous détruit? Une explication un peu courte pour Valentin, un des amis d'Alexandre. Ça m'arrive des fois de jouer aux jeux vidéo durant 2-3 heures de suite, à jouer ensemble, quoi. Alexandre, quand on passait le mercredi après-midi à jouer à la console, c'est pas ça qui nous fait partir dans des choses vraiment... Après, c'est quoi? Si les jeux vidéo apportent vraiment ça, il faut directement les interdire. Et pour moi, c'est pas ça du tout. C'est un problème soit d'éducation, soit un problème... c'est peut-être plus profond, hein. On ne sait pas.
Il y a un an, Alexandre, il s'est fait tabasser, vous vous rendez compte? Il s'est fait tabasser, ils l'ont laissé pour mort. Il y a les papiers qui sont arrivés, il était inconscient par terre. Ils me l'ont tué, moi je vous dis, ils me l'ont tué. Maintenant, il faut que justice soit faite. Ils l'ont laissé mort par terre. Pour Anna, la mère d'Alexandre, le drame aurait pu être évité si la justice avait réagi au moment de la première agression, un an plus tôt. Le juge pour enfants à l'époque qui avait été saisi, le procureur de la République, qui aurait dû s'occuper de la lecture minutieuse de ce rapport de gendarmerie, aurait dû sentir qu'il y avait danger. Il y en a quand même un qui a eu quelque part indirectement une autorisation de tuer il y a un an. Donc je tiens à le démontrer et on va le démontrer. Donc je suis déterminée de ce côté-là, je suis déterminée. Aujourd'hui, les 4 adolescents sont en prison. Leur procès devrait avoir lieu en 2013. Si leur culpabilité est reconnue, chaque membre de la bande risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Un procès très attendu par les proches de la victime, qui veulent comprendre comment ces adolescents tueurs ont pu imaginer un tel projet criminel. Pour l'instant, on n'a encore aucune idée du moment où ils ont décidé de passer à l'acte, si c'est bien eux, et de qui finalement a tiré les ficelles de ce plan, qui a décidé quelle mission serait attribuée à chacun. Donc on ne sait pas exactement si c'est un mécanisme de groupe où tout le monde a un petit peu donné de son avis, ou si finalement il y en a quand même un qui avait l'ascendant sur les autres et qui a tiré les ficelles de cette histoire. En attendant le procès, Anna garde en mémoire un moment tendre passé avec Alexandre quelques semaines avant sa mort. On a eu un rendez-vous d'amour il n'y a pas très longtemps. Il était fan de musique rap, il aimait bien la musique rap. Et on est parti une fois en voiture et il m'a mis un CD dans la voiture, enfin dans le lecteur CD, et il m'a mis une chanson de Section d'Assaut avant qu'elle parte. Et j'ai été bouleversée. J'ai dû arrêter ma voiture et j'ai pleuré. Et il essayait de sécher mes larmes, il m'a embrassée, il me dit, tu vois maman, le Seigneur ne juge pas sur les apparences. Et en fait, j'ai compris que on a eu des périodes où c'était difficile, où il m'en voulait beaucoup, et on a eu ce rendez-vous d'amour. Et c'était quelque temps avant son décès. Elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas lui dire. Aujourd'hui, la famille et les amis d'Alexandre ont fait du lieu du crime un lieu de recueillement. Un dernier hommage pour l'adolescent qui n'avait que 17 ans et dont la vie a été fauchée.